Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 17 mars 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 83 400, un Ether à 1900 $ tout pile. On voit que sur les dernières 24 heures, on est plus ou moins à l'équilibre. Un BNB en positif de quasi plus 4%, moins 4 pour Solana. Quand on observe ce top 20, on a comme ça des plus 1, plus 2 à moins 4 pour Avalanche. Voilà, on est sur un certain équilibre. Plus 4 pour Mantra, plus 6,50 pour OKB. Donc c'est le token de OKX autour de 50 $, 3 milliards de capitalisation, 28e place. On a 3% également pour le CRO de Crypto.com. Attention, il va y avoir pas mal de modifications puisqu'ils ont l'air de vouloir mettre en circulation les 70% qu'ils avaient mis de côté potentiellement pour burn ou pour une utilisation future. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner par rapport au CRO, mais en ce moment il s'est apprécié sur une semaine, donc ça a pas l'air de faire peur au marché en tout cas pour l'instant, mais je resterai quand même somme toute méfiant. 17% en positif sur la semaine pour Atom Cosmos qui remonte à la 40e place, et on clôture le top 50 comme d'hab avec des capitalisations entre 1.5 et 1.9 avec Ethena, Celestia, Filecoin, Paul anciennement Matic, Fast Token, Algorand, Render, Sonic et Arbitrum. Du côté de l'action de près en 4 heures, on est finalement désormais dans un range toujours puisqu'on avait fait des mèches qui étaient venues jusqu'à 76.6, mais même en 4 heures, on n'avait pas perdu les 78.4 que constituait le point bas de fin février 2025. En haut, on voit pour l'instant que ça bloque à 85, on avait la petite intermédiaire à 86.6, le haut du range au final qui pourrait se trouver autour de 92, et enfin la zone de polarité des 95 qui nous offre par la suite la porte ouverte vers les 100 000 $. Le Crypto Fear and Greed 32 dans la peur mais plus l'extrême peur, donc on est voilà sur quelque chose qui est en train de se poser, et on voit que les open interest ne sont toujours pas remontés, à ceci près que ce week-end on a des whales qui se sont menés un peu une bataille, et notamment dimanche avec un shorter fou du côté de Hyperliquid qui a ouvert des positions à hauteur de 300 millions vendeuses, et on a tout le crypto Twitter général avec même des CEO comme Justin Sun de Tron qui essaie tout simplement de faire la chasse à la liquidation. Donc je sais pas là aussi en termes de manipulation de marché ce que ça va donner, mais en tout cas voilà, en ce moment on voit quand même pas mal de choses passer. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN, donc vous avez le lien en commentaire et description, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et vous avez 4 mois offerts en passant par ce lien. Au-delà du fait d'avoir la protection en temps réel qui vous permettra de vérifier constamment si vous cliquez sur un mauvais lien ou si vous êtes sur un site vérolé, vous pouvez vous connecter dans plus de 7400 serveurs au travers du monde, le tout avec 10 appareils sur un seul compte. Et en ce moment, on a le retour de la F1, et donc pour ceux qui sont notamment en France, vous pouvez vous connecter via un VPN sur la télévision belge et regarder la Formule 1 sans payer aucun abonnement supplémentaire. C'est également le cas du foot et de pas mal d'autres choses, donc c'est plutôt cool déjà en amont par rapport à ça. Vous avez le gestionnaire de mots de passe avec NordPass. Nous dans la crypto c'est très important de nous protéger, d'avoir un mot de passe unique robuste en fonction de toutes les applications que l'on en fait, et le NordLocker qui vous permettra de garder vos fichiers dans un cloud sécurisé. Là aussi n'y mettez pas vos clés privées, donc ça j'insiste à chaque fois, mais c'est quelque chose de très important. Donc finalement on a un all-in-one qui aujourd'hui pour un prix relativement dérisoire vous permet en effet de vous protéger, d'avoir une connexion qui vous permettra d'accéder à n'importe quel contenu, le tout en ayant une protection anti-menace, et vous pouvez donc en passant par ce lien également payer en crypto-monnaie. C'était il y a quasiment un an tout pile le petit thread du côté de Twitter de comment détecter les signaux de surchauffe d'un bull run, et donc on avait déroulé au travers de plusieurs grands thèmes et axes que sont l'aspect social, l'analyse technique, l'analyse on-chain, les applications et les nouveaux projets. Et donc si on attaque par l'aspect social, euphorie totale sur les réseaux, l'arrogance avec l'effet Dunning-Kruger, moins on en sait, plus on a l'impression d'en savoir. Le retour en force des meme coins, là sur ce cycle, ça a été assez extraordinaire. Mention dans les médias mainstream, TV, radio, journaux. Là aussi, que ça soit avant le Bitcoin 100K ou après, et notamment on avait le premier top printanier de 2024 qui avait été déclenché par la publication sur TPMP et Hanouna d'une bonne demi-heure autour des crypto-monnaies, donc c'était assez extraordinaire. Le comeback des formateurs, groupe payant, call pépite, montrer la performance du wallet à un proche ou même à un inconnu signale qu'on est mal à l'aise presque avec les gains que l'on vient de faire, avoir l'impression que toutes les cryptos explosent sauf la vôtre, être tenté de FOMO par peur de rater la bonne opportunité, star international qui shield les NFT ou directement une crypto en particulier, livres, médias, statistiques d'influenceurs en hausse importante, tout ça était coché dès le printemps 2024 finalement. Alors il y a des petites subtilités où on peut se dire que on n'a pas atteint l'extrême euphorie sur ce cycle ou ce genre de choses, mais au final je pense que l'attention
l'attention était très dirigée et très polarisée, soit d'un côté de Bitcoin pour les institutionnels, soit du côté des meme coins et du casino à ciel ouvert pour les particuliers, en tout cas ceux qui ont participé sur ce cycle. Les autres métriques, c'est de l'analyse technique avec le cours qui revient plus vertical, le RSI hebdo suracheté 70, 80, 90, 6-7 mois de hausse consécutive, l'analyse on-chain avec des activités en constante hausse, les applications qui finissent dans le top 50 voire le top 10 des stores, c'est exactement ce qui s'est passé, notamment pour Coinbase, le retour d'offres promotionnelles et les nouveaux projets qui lancent à la fois souvent des copycats sur des blockchains déjà existantes ou des surfs sur narratifs du moment, IA, Depin, RWA, tout ce qu'on avait vu passer sur ce cycle. Donc c'est vrai que quand on reprend la checklist, eh bien on ne peut pas dire en effet que le cycle ne s'est pas passé. On ne sait pas si on en est arrivé au bout, bien entendu, mais en tout cas, c'était important de faire la rétrospective un an plus tard pour voir qu'on était dès le printemps 2024 bel et bien déjà un peu en surchauffe. Avec Goku, François Villeroy de Gallo, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré « Les États-Unis risquent de commettre une grave erreur par négligence. Historiquement, les crises financières naissent souvent aux États-Unis et se propagent à l'échelle mondiale. En encourageant le développement des cryptoactifs de la finance non bancaire, le gouvernement américain sème les graines de futures turbulences. » Donc on sent la BCE préoccupée en ce moment par les cryptos au sens large du terme, et bien qu'ils soient en train de travailler eux pour d'ici à l'automne 2025 justement sur une monnaie numérique de banque centrale. Là aussi je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On a les outflows donc, qui ont été les plus gros durant cette période d'incertitude au niveau des ETF. On a eu des jours où ça sortait jusqu'à 1 milliard ou dans ces eaux-là. Donc en ce moment, en effet, peu importe où l'on regarde, on était sur un déchargement du marché crypto et de notre côté pour le supply également des particuliers. On a eu beaucoup de bitcoin et de crypto qui ont été vendus à perte et notamment par les derniers arrivants. On avait Ryan Detrick qui nous mettait en avant donc les corrections et la rapidité de ces dernières, notamment sur le S&P 500. Alors en ce moment, comme vous l'aurez constaté, on parle beaucoup plus des marchés traditionnels. Pourquoi ? Puisque le marché crypto reste fortement corrélé, et notamment au Nasdaq et à ce qui se passe en ce moment sur le S&P. Donc c'est intéressant de voir les mois que ça prend, les drawdowns potentiels. Également pour ceux qui s'intéressent aux ETF ou aux actions, ça nous permet de savoir à peu près dans les clous de quelle volatilité on va pouvoir évoluer. On l'a vu la dernière fois, tous les 1 an c'est moins 5%, tous les 2 à 3 ans c'est moins 10% et tous les 4 ans et plus c'est moins 20%. Donc en gros, quand on a moins 20% qui se présente sur l'indice phare, le S&P 500 des États-Unis, ça veut dire qu'on est dans une phase qui ne se présente grossièrement en moyenne que tous les 4 ans, donc ça peut être intéressant de commencer à payer. Et donc au travers de cette infographie, on a également ce dont on a parlé plusieurs fois, que ce soit lors des lives ou des émissions sur YouTube précédemment. Depuis 2020 et l'impression monétaire à gogo qu'ont fait les États-Unis, on a en effet des sous-cycles comme ça, des effets de marée très rapides avec beaucoup de volatilité, comme on l'a vu sur les indices avec des années à plus 20, plus 30%, que ce soit pour le S&P, le World ou le Nasdaq. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sur des mouvements comme ça qui sont parfois assez rapides, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et peut-être que les corrections justement dureront moins longtemps que ce qu'elles le faisaient avant les années 2020. Investir et oublier le super pouvoir de l'investisseur. Alors c'est une histoire perso puisque dans les années 2000, enfant d'internet comme c'est marqué ici, ayant accès à tout ce qui est en train d'émerger sur la toile et adolescent curieux de tout, j'étais tombé sur un site boursier avec des graphiques, des chiffres, des recommandations et donc la possibilité de créer un portefeuille virtuel à l'époque où Orange s'appelait encore France Télécom et que Free était en train de pointer le bout de son nez, ça s'appelait Iliad. Le temps passe, la vie aussi, les plateformes changent de nom et donc je laisse ça dans un coin, je passe à tout à fait autre chose, exactement comme je l'ai fait à l'époque quand j'ai découvert le Bitcoin la première fois. Et donc 5-10 ans plus tard, aucune idée de quand c'était exactement, je trie les archives d'un vieux disque dur, les gros disques bien épais de l'époque qui font un bruit comme s'ils allaient claquer du jour au lendemain, et je retombe sur cette capture où j'avais ouvert 5-6 lignes comme ça sur les principales actions du CAC 40 français. Quelle ne fut pas ma surprise de voir afficher du vert foncé avec des multiples à plusieurs
centaines de pourcents, puisque sans le savoir, j'étais tombé dans la crise Internet. Donc ça reste un portefeuille virtuel, mais ça démontre quand même que quand on oublie ça dans un coin, on a quand même un peu plus de chances de performer au long terme. Et donc, quand on mitige ça, nous, au marché crypto, qu'on a des témoignages de bitcoiners de la première heure qui, il y a 10 ans, 15 ans, avaient acheté leur premier BTC ou parfois les ont minés et ont perdu ça dans un coin, se sont réveillés 10 ans plus tard et ont eu une surprise heureuse. Et quand on cumule ça au fait qu'on a aussi les mémoires de spéculateurs, les Warren Buffett, toutes les personnes qui ont spéculé dans les années 1900 à 2000 justement, qui nous disent que c'est le temps long qui change tout ça, eh bien, suite à la vidéo donc de Zone Bourse, Xavier Delmas, qui démontrait le temps qu'il faut en général pour mettre un peu plus de chance de notre côté de ressortir en gain des marchés financiers, c'est là où la statistique parle. Si on reste un mois, on est sur à peine 41% de chance d'en sortir gagnant. 3 mois, on passe à 62, 1 an 68, 3 ans, on est à 77, 5 ans 79, 10 ans 88, 20 ans 99,94. Donc aujourd'hui, pour quiconque investirait, et c'est exactement ce que dirait Warren Buffett, c'est d'investir sur des actions qu'on serait capable de garder pour une vie. Certes, on est dans un monde où tout est polarisé, tout est rapide, où on veut tout de suite, et c'est là toute la problématique de ce qui est décrit notamment dans ce post que je vous invite à consulter, puisque là, je le survole pour pas faire 1 heure dessus, mais c'est un sujet qui est suffisamment important pour être traité en bonne et due forme. Peut-être qu'une fois, on fera un live spécifique là-dessus, et ça serait un plaisir de pouvoir recevoir soit Xavier Delmas, soit Julien Flo. On peut également faire ça avec Tino, qui fait ça très bien pour la TradFi. Et là, en l'état, donc sur les marchés traditionnels, eh bien, peu importe comment on prend les choses, effectivement, le temps long nous donne un peu plus de chance, en tout cas sur le papier, de réaliser un gain positif à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Alors, ça ne sera pas toujours vrai. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Il y a toujours un risque dès lors qu'on investit, bien entendu. Mais quand on regarde comment se déroulent les cycles boursiers comme ça de 10 ans en 20 ans, en effet, pour quelqu'un qui investit aujourd'hui, que ça soit sur le marché américain, que ça soit sur l'Europe, que ça soit sur un ETF monde, le fameux World, c'est sur un horizon de temps en effet de 5, 10, 20 ans que vous en retirez certainement le plus gros bénéfice. Après, c'est pas quelque chose qui également s'appliquera à tout. Si vous achetez, comme pour la crypto, le shitcoin du top 5000, vous avez plus de chances, même dans 1 an ou 2, d'avoir perdu complètement votre argent plutôt que de le voir se capitaliser au travers du temps. Donc faites bien attention avec ce genre de statistiques. On parle des super actions et on parle des super ETF qui sont bien capitalisés, qui sont là depuis longtemps et dont vous êtes sûr qu'ils seront encore là dans une dizaine d'années. Une stat intéressante également mise en avant par J.C. Parrett qui reprenait Harry Wild. Donc il reprenait les statistiques notamment de baisse et de temps qu'il faut pour baisser au S&P 500 autour des années 90 à 2000. Et donc plutôt que de se dire quand on rentre en bear market c'est au-delà d'une correction de 20%, en tout cas dans la nomenclature qu'ont l'air d'en avoir les institutions, eh bien ils considèrent que c'est un bear market pour le S&P 500 quand on est largement en dessous de 20%. Et là donc eux ils prenaient pour référentiel la moyenne mobile 200 en journalier, donc 200 jours, et le fait d'y passer plus de 18 mois en dessous, ce qui caractériserait définitivement donc un bear market beaucoup plus important. Donc voilà, je vous fais passer le mot puisque ça avait l'air d'être quand même un truc relativement important et je vous invite à creuser tout ce genre de statistiques de votre côté. Après, j'ai pas suffisamment de recul à aujourd'hui, vous vous en doutez bien, j'ai pas 20 ans, 30 ans, 40 ans de spéculation derrière moi pour vous dire si c'est meilleur entre guillemets d'investir sur un moins 20% sur le S&P 500 ou d'attendre un point bas de 18 mois quand il y a une correction majeure. Quand on voit ce qui s'était passé notamment à l'automne 2022, je pense pas que ça ait pris 18 mois. Et c'est là où comparer les années 90 à 2000 à ce qui se passe après 2020, pour moi c'est un peu un non-sens aujourd'hui. Donc j'essaie toujours de faire affronter des choses qui vont pas forcément dans le sens de ce que moi je pense par rapport à ce que d'autres sont en train justement de mettre en avant comme thèse et théorie. Et je trouve qu'à la fin, que vous ayez un biais ou non, ça vous permet d'avoir un juste milieu et de ne pas vous perdre également. Le dernier épisode de Sévrance, ça sera vendredi pour la saison 2, donc avec certainement
vraiment un énorme cliff à venir. Vous avez été beaucoup à me dire en commentaire merci tout court de nous avoir fait découvrir cette série qui est assez extraordinaire, donc c'est plutôt cool de voir que vous êtes pas mal à l'apprécier. Et c'est vrai qu'il y a quand même sur Apple TV, même si c'est pas la plateforme de référence comme un Netflix ou quoi, quand même beaucoup de séries de qualité et qui sont très très bien produites. Vendredi dernier, c'était 1300 milliards qui ont été ajoutés au market cap donc des actions américaines. On avait du vert bien vert, ça fait plaisir. Est-ce que cette semaine on va continuer en ayant eu un point bas, en tout cas local derrière nous? C'est la question à se poser. Et dans le tout dans un crypto fear and greed qui était à 15 dans l'extrême peur sur la TradFi. Donc on arrive petit à petit, je suppose, dans une zone qui, même pour les ETF et les actions, devient une zone d'intérêt pour le DCA. Ça ne veut pas forcément dire, comme on l'a vu et comme on va le revoir dans un instant, qu'au niveau de l'analyse technique, on ne peut pas encore descendre un peu plus à la cave, mais au minima, on est à la mi-correction de ce que devrait nous faire le marché américain. Donc on est quand même pas mal avancé et ça peut se poser là où nous sommes. C'est ça la question, exactement comme Bitcoin. Est-ce que ça se pose entre 75 et 85 ou est-ce qu'on descend à la cave et on rentre nous-mêmes en bear market? ARK Invest qui a acheté 80 millions en BTC, donc c'était jeudi dernier, et on clôturera donc avec deux petites infos. Perspective de dividendes pour LVMH avec Jordan Montel, donc on a en effet une belle progression. Après LVMH en ce moment qui peine face à un Hermès qui lui monte comme une fusée. Donc vraiment Hermès c'est une société aussi assez extraordinaire par rapport à la France. Je vous laisse là aussi faire vos propres recherches. Je ne vais pas vous parler de maroquinerie de bon matin de luxe, mais c'est très intéressant la façon dont c'est fait tout simplement Hermès. Et on clôturera avec Goku, donc les développeurs d'Ethereum vont lancer un troisième testnet Oudi le 17 mars, donc c'est aujourd'hui, pour mieux préparer la mise à jour Pectra qui sera retardée au moins jusqu'à la fin du mois d'avril, puisqu'il y avait eu deux premiers testnets qui avaient rencontré plusieurs bugs, donc ils vont multiplier bien entendu les testnets pour que ça se passe bien le jour où ils propagent la mise à jour sur le mainnet. 2690 milliards, on a tenu la moyenne mobile 50 pour le crypto total. Est-ce que cette semaine on va rallier la médiane autour de 2008, voire les 3000 milliards? En tout cas pour l'instant les choses se sont posées. On était sur un support RSI autour de 42, 43 ici sur le crypto total, donc plutôt cool. Inutile à court terme de passer sur les autres crypto totaux. On peut jeter un coup d'œil du côté des alts. On a défendu les 1000 après être venu mécher à 925, mais pour l'instant ça reste somme toute assez inexploitable. On peut toujours se faire également un petit Fibo en termes de retracement pour voir où nous sommes déjà venus travailler, et on voit qu'on n'était pas très loin du 0,618 qui aujourd'hui est pile poil aligné avec la moyenne mobile 100 à 890 milliards. La moyenne mobile 200 pour sa part se trouvant juste en dessous à 865 milliards pour les altcoins. La stablecoin dominante, et d'ailleurs c'était dans les fameuses checklists dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'avais rajouté dans un petit post juste ensuite, c'était un truc à surveiller et en effet elle nous a donné le ton des points bas et des points hauts plusieurs fois sur ce cycle, donc ça sera un truc qui reste pertinent. En tout cas aujourd'hui elle a buté sur la moyenne mobile 200 autour de 0,08 sur ce ratio et il nous faut absolument voir cet indice baisser pour voir les crypto-monnaies volatiles elles remonter. Le BTC en futur CME pareil était venu quasi au contact de la moyenne mobile 50, rebondit aujourd'hui 83,5. Je sais pas si on a un petit gap, peut-être en horaire, même pas en journalier. Bref, c'était un micro gap si on avait un. Il n'y aura pas grand intérêt à le surveiller cette semaine. Tout ce qu'il va falloir surveiller, la décision de Jérôme Powell et de la Fed quant à la baisse des taux. Donc le but là, en l'état, puisqu'ils vont pas en faire une immédiatement, ça serait juste d'avoir un planning qui nous dise ok, on va faire une fois, deux fois. On sent que c'est un peu en train de se dégrader avec tout ce qu'a mis en place Donald Trump et ça permettrait au marché de prendre confiance pour les 3 à 6 mois à venir sur un horizon un peu plus favorable, tout simplement. Le Bitcoin hors futur CME qui était venu mécher donc la semaine dernière 76,6,8 selon où l'on regarde, avec la moyenne mobile 50 qui est juste en dessous. Donc là aussi, c'est le statu quo. On n'était pas très loin du 0,38,2 qui est à 74. Et comme on l'a vu d'ailleurs, vous avez la petite analyse technique sur Bitcoin détaillée aujourd'hui dans l'Oracle Newsletter ce matin à 9h. L'émission paraîtra certainement une fois que cette newsletter sera sortie, mais vous pouvez tout à fait la consulter ensuite et c'est gratuit. Et donc cette zone entre 73 et 75 est la zone la plus importante à court terme pour le marché et qui nous séparait d'une accélération baissière supplémentaire. Donc on va croiser les doigts pour qu'on arrive à se construire au-dessus de ce point pivot important des 73 à 75 000 $. Indice et commodité, le DXY est autour de 103,75. On a stabilisé en arrivant pas très loin du support des 102,5
102.9, donc pour pas dire 103, et moyenne mobile 200 à 102.5. Le CAC 40, après être venu chercher donc le point haut, est également sur un support à court terme, 7940, et on a même rebondi depuis autour de 8028 points. Donc pareil, on est plutôt sur un point haut en ce moment, ça risque de travailler longuement ici. Donc on a eu un beau rattrapage de l'Europe et de la France, mais attention, les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot. Le gold qui ralentit en tapant les 3000 $ l'once, donc prix psychologique, c'est un peu comme le Bitcoin 100 000. Ça va certainement venir tricoter un bon moment autour de cette zone des 3000. Et les futurs du Nasdaq et du S&P 500 qui sont toujours dégradés. Pourquoi ? Puisqu'on a clôturé la semaine sous le support et sous la moyenne mobile 50. Donc en l'état, si le marché crypto avait commencé à corriger en amont du marché américain, eh bien le marché américain, lui, n'a pas fini de corriger. En tout cas, en l'état, c'est la sensation qu'on en a. Et quand on voit la volatilité qu'il y a eu, notamment portée par l'IA et par Nvidia depuis l'automne 2022, justement, eh bien un simple retour au 0,382, c'est un retour pour le S&P 500 autour de 5145 points et c'est le tout premier Fibo. Et le second Fibo, 0,5, est autour de 4800 points. Et vous savez à quel point je vous ai parlé déjà de cette zone des 4008, puisque c'est la zone de travail, le point haut de janvier 2022. Il y avait eu la contraction en janvier 2024 et surtout dans quelques semaines jouxtera parfaitement la moyenne mobile 200 semaines, ce qui pour les professionnels là aussi est une zone d'intérêt. Comme on l'avait vu en octobre 2022, elle avait été payée ici après quand même une baisse pour le S&P 500 à cette époque d'à peu près moins 27%, c'est ça, moins 27,50. Donc là en l'état ça nous ferait moins 22, je crois que j'avais mesuré la dernière fois, si on venait sur ce support, moins 22,50. Aujourd'hui elle se trouve plutôt à moins 24. Vous voyez qu'on est tout à fait dans les clous de ce qu'on a fait précédemment, à ceci près que, comme on l'a vu tout à l'heure, les baisses d'une bonne vingtaine de pourcents, c'est censé arriver que tous les 4 ans. Or là, si on fait automne 2022, grosso merdo d'ici l'automne 2025, ça nous ferait que 3 ans. Donc on a un marché américain qui s'accélère, qui a beaucoup plus de volatilité, tant à la hausse qu'à la baisse. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui se reproduira régulièrement, peut-être même plus régulièrement qu'à l'accoutumée, et il va falloir faire attention à tout ça, sachant que pour l'instant, voilà, on essaie là en tout cas pour le non futur de défendre le petit support intermédiaire des 5640 et la moyenne mobile 50, mais c'est pareil, si jamais on a un appel d'air ici, on n'a quasiment rien avec les 5100 et des brouettes. Donc quand on mesure, ça fait pas des grosses baisses, ça fait moins de 9%, mais moins de 9% sur un indice comme ça qui cumule des dizaines de milliers de milliards, forcément ça fait des décalages, comme on l'a vu la dernière fois, où à peine la première baisse ici depuis 4 semaines qui a eu lieu et qui nous a fait de bout en bout à peu près moins de 10%, c'était entre 5 et 7 000 milliards qui ont été effacés du crypto total, donc du S&P 500. Donc ça n'est pas rien quand on voit qu'aujourd'hui notre propre crypto total sur les cryptos est autour de 2700, ça fait tourner la tête. On clôturera une fois n'est pas coutume avec Ether, toujours très dégradé. On a méché donc la semaine dernière 1760. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, pour l'instant, on a peut-être une zone ici à défendre, mais on est un peu au milieu de nulle part, si ce n'est les mèches de mai 2021. Donc on a une zone de polarité ici. Est-ce que c'est la dernière zone ? En tout cas, si l'on venait à perdre les 1008 ici, je sais pas, peut-être 1005, et ensuite ça sera de nouveau les points bas, quelque part entre 1002 et 1000 $. Donc on a reset complètement les oscillateurs. On continue d'avoir des institutionnels qui sont net short du côté de Ethereum. Je ne sais pas quelle situation a conduit à ce point la seconde crypto-monnaie du marché dans une impasse, si ce n'est qu'aujourd'hui, on a toujours Bitcoin qui est vraiment sous les feux des projecteurs et qui a été le grand choisi à la fois des institutionnels et à la fois des long-termistes pour les investisseurs. Donc laissons le temps au temps, peut-être que Ethereum aura été une belle expérience qui aura permis malgré tout de développer énormément le marché crypto dans sa globalité et la blockchain et les applications et les cas d'usage, mais je suppose quand même qu'il y a à un horizon de temps de 5 ou 10 ans quelque chose d'un peu plus positif qui en ressortira que le très court terme, là où tout le monde est en train de se poser énormément de questions, si ce n'est que aujourd'hui, si on devait parier sur un seul altcoin dans un portefeuille en plus de Bitcoin, je suppose que ça serait quelque chose du style Ether, puisque je ne me verrais pas personnellement détenir pour 5 ou 10 ans supplémentaires un autre altcoin. Ça reviendrait finalement à jeter un peu une pièce en l'air et on a beaucoup de statistiques qui vont en ce sens. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je retrouve mercredi et continuez d'être prudent. Ciao, ciao.